Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour Laetitia. Bonjour à tous. On vous voit arriver petit à petit. Bonjour Delphine et Laetitia. Alors Delphine, malheureusement, tu ne peux pas aujourd'hui nous faire l'honneur de ta caméra qui a un problème technique, mais tu es bien parmi nous. Je suis avec vous. Moi, je ne sais pas si c'est vraiment un honneur, donc. Et donc aujourd'hui, Delphine et Laetitia, vous allez nous faire un webinaire sur les techniques de lecture et démarches diagnostiques en cytologie. Aujourd'hui, c'est un webinaire plus axé sur la théorie et dans 2 semaines, vous aurez un webinaire plus avec des cas cliniques, donc c'est ça? Oui, tout à fait. Eh ben, c'est super. Écoutez, je pense que toutes les personnes qui sont là ont l'habitude des webinaires. Si jamais c'est la première fois que vous venez sur un de nos webinaires, voilà, si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez les poser dans l'onglet questions. Donc en bas à droite de votre écran, vous avez l'onglet chat et juste à gauche l'onglet questions. C'est là-dedans qu'il faut poser les questions, comme ça on pourra les afficher sur scène et y répondre tout au long du webinaire. Pendant le webinaire, vous allez avoir des sondages, donc ce sont des quiz qui vont s'afficher sur votre écran. Il faut y répondre même si vous n'êtes pas sûr de la réponse pour que la fenêtre disparaisse. Il va y avoir certains quiz qui nécessitent avant d'observer une image, donc on va attendre quelques secondes et ensuite on affichera le quiz pour vous laisser le temps de bien visualiser la situation. Et puis pour tout ce qui est remarques, compliments, choses que vous auriez envie de dire qui ne sont pas des questions sur le sujet du webinaire ou même des questions que vous voulez poser, mais plus sur l'aspect technique, voilà, le replay, les webinaires, etc. Vous pouvez les poser dans le chat et j'y répondrai moi. Bon, ben, sur ce, je ne vous dérange pas plus longtemps. Je vous laisse avec ce webinaire avec nos cytopathologistes. Et puis, bon webinaire. Merci Marie. Merci Marie. Donc c'est moi qui commence. Donc aujourd'hui nous allons évoquer donc la technique de lecture pour l'examen cytologique. Le but de ce webinaire donc c'est de connaître cette démarche qui va vous permettre d'arriver à un diagnostic ou au moins une orientation diagnostique sur vos prélèvements cytologiques. L'idée, ça va être la première étape de savoir reconnaître une lésion inflammatoire, de savoir reconnaître et ou suspecter une lésion tumorale, et enfin, bien entendu, de connaître les limites de cette interprétation cytologique afin de ne pas faire donc de surdiagnostic ou de faux diagnostic par un excès de zèle dans son interprétation. Alors, la technique de lecture, la première étape qui est cruciale, c'est la lecture à faible grossissement. Donc ça, c'est une étape qu'il ne faut absolument pas contourner. L'erreur première serait d'aller d'emblée à moyen ou fort grossissement pour essayer de voir les 4 cellules qu'on aura devinées sur la lame et de faire un diagnostic là-dessus. À faible grossissement, en fait, l'idée c'est que on va s'imprégner, c'est très important en fait, de l'environnement de la lésion. Donc la première étape, c'est qu'il faut lire toutes les lames, même si ça peut sembler fastidieux, mais il faut lire toutes les lames qui ont été prélevées et regarder l'ensemble de chacune de ces lames. Alors de gauche à droite ou de droite à gauche, comme vous voulez, en réalisant donc des créneaux de haut en bas. Donc ce faible grossissement va vous permettre, première chose, d'évaluer la qualité de votre prélèvement, évaluer sa richesse, sa cellularité, ce qui va conditionner en fait votre interprétation future. Ensuite, à ce faible grossissement, vous allez évaluer le fond de frottis. Donc, vous allez voir s'il est propre, s'il est hémodilué, s'il est inflammatoire, nécrotique, s'il est gras, etc. Et puis, vous allez apprécier les différentes populations cellulaires présentes. Y en a-t-il une seule? Est-elle monomorphe? Y en a-t-il plusieurs? Et puis, vous allez apprécier le comportement des cellules entre elles. Est-ce qu'elles semblent organisées? Est-ce que vous avez des choses qui se regroupent de manière très anarchique? Et puis ensuite, vous allez essayer d'évaluer déjà la taille, la forme de ces cellules, et puis peut-être même déjà identifier le type cellulaire en question. Également, de possibles atypies lorsqu'elles vont être par exemple très marquées, à faible grossissement, vous allez déjà les observer. Et c'est à ce faible grossissement que vous allez choisir les zones de lecture pour votre observation à fort grossissement, c'est-à-dire les zones qui vous semblent les plus intéressantes pour après aller regarder de plus près la tête des cellules.
Et enfin, à ce faible grossissement, vous allez aussi pouvoir déjà observer, deviner, reconnaître des agents infectieux qui sont d'assez grande taille, comme par exemple des larves ou encore des champignons. Donc une fois que vous avez fait cette étape à faible grossissement, vous avez donc choisi la zone de lecture sur laquelle vous allez vous concentrer à fort grossissement, et donc vous passez, alors le moyen pour nous c'est 40, donc généralement chez vous, ça peut être du 50, mais rarement en clinique vous avez des objectifs 50, et puis le fort c'est le x100, donc à l'immersion. À ce fort grossissement ou moyen grossissement, enfin moyen et fort, on va dire, vous allez à nouveau apprécier ces différents types cellulaires. Donc, réévaluer peut-être ce que vous avez évalué à faible grossissement ou modifier ce que vous pensiez avoir vu à faible grossissement. Et puis, c'est là que vous allez vous concentrer sur les caractéristiques propres des cellules. Donc, leur taille, leur forme, le rapport du noyau avec son cytoplasme, est-il faible, est-il élevé, la forme du noyau, sa localisation, présente-t-il de manière régulière une position excentrée ou au contraire une position centrale. Alors après, il y a l'aspect de la chromatine, ça demande une expérience un peu plus solide, c'est-à-dire qu'il faut regarder des lames pour avoir du coup une notion sur la diversité de l'aspect de la chromatine et savoir si elle est plutôt normale, mature ou au contraire anormale, distribuée de manière régulière. La présence de nucléoles au sein de ces noyaux. Ensuite, vous allez vous concentrer sur l'aspect du cytoplasme. Est-il bien délimité? Sa couleur? Contient-il des éléments particuliers comme des vacuoles ou des granulations? La couleur de ces granulations? Et puis, vous allez évaluer, donc essayer de donner un degré d'intensité sur les atypies cytonucléaires que ces cellules pourraient présenter. Enfin, à ce fort moyen grossissement, vous allez peut-être du coup observer des agents infectieux que vous n'aviez pas vus donc à faible grossissement, qui sont de plus petite taille, comme les bactéries ou des protozoaires ou encore des champignons, si vous ne les aviez pas décelés à faible grossissement. Alors l'examen cytologique, il y a une démarche. Une lame, ça ne se lit pas de manière, on va dire, au pif. C'est-à-dire que dans votre cerveau, de manière inconsciente et avec l'expérience, vous allez toujours répondre de manière systématisée aux mêmes questions, en fait. Alors, la première, qui est la base, c'est de savoir, d'évaluer la richesse du prélèvement. Est-ce que ce prélèvement est suffisamment riche pour assurer une interprétation correcte derrière? Donc, si ce prélèvement, ce prélèvement n'est pas riche, ben, à ce moment-là, vous allez envisager d'autres examens. Alors, à titre d'exemple, voici donc deux images, deux ponctions donc de masse. La première sur la photo de gauche, ben, vous avez donc on est à faible grossissement, donc évaluation de la cellularité, mais vous voyez que cette ponction est totalement acellulaire. Vous observez uniquement de simples débris kératinisés et aucune cellule. Donc là, visiblement, la ponction, l'examen cytologique ne sera pas contributif puisque vous avez un prélèvement qui est complètement acellulaire. Sur la ponction de droite, vous avez au contraire une ponction riche. Vous voyez plein d'éléments, donc des cellules, donc votre ponction, visiblement, a priori, est réussie. En termes d'évaluation de richesse et à faible grossissement, il y a aussi la notion de représentativité, c'est-à-dire est-ce que ce que vous avez voulu ponctionner correspond bien à ce que, vous vouliez. Alors, un des exemples classiques et une erreur qui finalement, erreur entre guillemets, mais qui est assez régulière, c'est la ponction de la masse mandibulaire pour laquelle en fait vous pensez qu'il s'agit d'un nœud lymphatique mandibulaire hypertrophié, mais en fait il s'agit d'une glande salivaire. Et là l'exemple, c'est l'exemple type. Donc lorsque vous avez une certaine expérience dans l'observation cytologique, immédiatement vous savez que là vous avez ponctionné la glande salivaire et pas le nœud lymphatique. Donc vous savez qu'il est inutile d'envoyer ces prélèvements au laboratoire puisqu'ils vont vous répondre qu'il s'agit d'une glande salivaire et non pas d'une nœud lymphatique potentiellement modifiée. Donc si le prélèvement n'est pas riche ou non représentatif et si vous pensez que du coup réitérer la ponction ne sera pas mieux, mais à ce moment-là évidemment donc, vous envisagez un examen histologique par biopsie ou exérèse complète de la masse. Maintenant, si le... alors... Je réponds juste après, ou non, je réponds maintenant. Alors, il faut toujours, dans l'idée, il faut toujours commencer par ponctionner avec l'aiguille la plus petite possible.
Donc idéalement, c'est orange. Alors moi, je vous parle en couleur, hein, donc c'est orange ou bleu. Sauf évidemment de manière sensée et logique, si vous avez une masse qui est ultra dure, type un fibrosarcome de chat, un truc que vous savez, voilà, c'est pas la peine d'y aller avec la orange parce que vous savez que d'emblée ça va pas donner grand chose. Mais sinon, spontanément, il faut toujours utiliser les aiguilles les plus petites afin d'éviter tout risque d'émodilution et donc de noyer votre prélèvement quand vous allez ponctionner. Et ensuite, vous incrémentez si ça ne vient pas avec soit la taille de l'aiguille, donc vous augmentez le diamètre, et ou vous associez aussi ça avec dans ce qu'on avait expliqué dans le webinaire précédent, avec la méthode de premièrement vous aspirez pas, et puis deuxièmement vous aspirez. Donc il faut jongler entre le diamètre de l'aiguille, on l'augmente, et la méthode sans aspiration. Donc, si le prélèvement est suffisamment riche pour une interprétation, deuxième question, ce prélèvement est-il correctement étalé? Alors, ça peut paraître anodin, mais si, par exemple, vous avez, donc ici vous avez deux exemples donc de deux ponctions de masse. Vous voyez une différence nette entre les deux. Donc, sur la ponction sur l'image de gauche, vous avez une ponction qui est riche, ça c'est pas le problème. En revanche, vous avez une ponction qui est ultra épaisse, qui est même tellement épaisse que c'est fragmenté, hein, c'est les zones blanches là qui apparaissent, et donc la lecture n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès avec l'œil aux cellules individuellement, contrairement à la ponction de droite, qui est parfaitement réussie. Donc c'est une ponction riche, et vous voyez que les cellules sont individualisées, elles sont juxtaposées les unes à côté des autres. Donc on arrive à bien observer chacune de ces cellules individuellement. Donc le but, c'est d'avoir un prélèvement monocouche. Donc c'est toujours le même process, hein. Soit si ça n'est pas suffisamment étalé, soit vous réitérez, soit si vous pensez que vous ne ferez pas mieux, vous envisagez donc un examen complémentaire. Une fois que vous avez répondu à cette deuxième question, troisième question, vous allez évaluer le fond du frottis. Alors le fond du frottis, c'est donc ce qui va vous donner ce que je vous disais tout à l'heure, il faut s'imprégner en fait de l'environnement de la lésion. Donc ce fond de frottis, quel est-il? Il peut être hémorragique, gras, nécrotique, protéique, etc. Donc, premier exercice pour vous, je vous présente donc ces deux images. Donc, vous avez une ponction d'une masse. On est à faible grossissement, fois 100 fois 200. Alors, je vous laisse du coup quelques secondes et pour essayer donc de me décrire, de me proposer quel est l'adjectif qui correspond le mieux au descriptif du fond du frottis. Donc la question, les suggestions sont, selon vous, le fond du frottis, il est hémorragique, il est gras, il est nécrotique ou il est protéique? Il peut être mixte aussi. Hein. Oui, il y a plusieurs réponses possibles. Il y a une dominante, il y a une nette dominante. Alors j'attends, il y en a un qui se détache. Alors, ce qui se détache, c'est hémorragique. Alors, hémorragique en 1, nécrotique en 2, protéique en 3. Alors, protéique, nécrotique, ça se vaut. Donc, gras, quasiment personne. Alors, sur du coup, cette image, si je reviens sur donc l'image précédente, la caractéristique majeure, c'est la nécrose. Donc, ce fond, il est caractéristique d'une trame nécrotique. Alors, c'est pas faux pour le côté hémorragique, mais il reste anecdotique accessoire. Donc je vous montre, vous êtes fort parce que donc vous aviez deviné les hématies qui sont ici légendées avec les flèches noires. Donc en fait, ce sont ces petits éléments ronds grisâtres, verdâtres. Donc il y a en effet une légère hémodilution, mais la caractéristique propre de ce fond, c'est l'aspect. Vous voyez ces sortes de filaments en fait déroulés, donc qui sont légendés par les flèches rouges, qui correspondent en fait à une dégénérescence, on va dire, des noyaux, et c'est la chromatine en fait qui se déroule tellement les cellules sont dégénérées. Et au-delà de ça, ce fond, vous voyez, il a une sorte de, on devine des petits agrégats totalement irréguliers qui sont de la même couleur que ces filaments de chromatine. Et ça, en fait, c'est les reliquats, les débris là, qui constituent ce fond nécrotique. Alors, vous aviez mis, pour ceux qui ont mis protéique, il est vrai que parfois la distinction
nécrotique, protéique, ça peut être subtil. Le côté protéique est quand même beaucoup plus rosé et beaucoup plus régulier que l'aspect nécrotique. Et puis par ailleurs, sur ce côté-là, vous avez quand même un contexte qui est ultra inflammatoire, donc on va y revenir, qui est parfaitement cohérent avec cette trame de nécrose. Donc une fois que vous avez évalué le fond de frottis, vous allez vous intéresser aux populations cellulaires en présence. Alors, les questions, c'est y a-t-il que des cellules inflammatoires? Y a-t-il qu'une seule autre population monomorphe qui n'est pas inflammatoire? Ou y a-t-il un mélange des deux, c'est-à-dire une population inflammatoire plus une autre population cellulaire qu'il va falloir définir? Alors, on revient sur donc une ponction de masse qui ressemble à celle un peu pour laquelle on vient d'évaluer le fond de frottis. Donc, je vous laisse évaluer quelques secondes cette population. Donc, on est toujours à faible grossissement, hein, donc on a bien une ponction riche, c'est bien étalé, et maintenant, j'essaye d'évaluer du coup ma population cellulaire. Donc, question. Ce sont les 3 questions avec suggestions que je viens de vous proposer. Ici, y voyez-vous donc une population unique exclusivement inflammatoire? Y voyez-vous une population unique mais qui n'est pas de nature inflammatoire? Ou y voyez-vous un mélange des deux? Alors, quand on parle, peut-être une précision, de population cellulaire, on ne compte pas les hématies. Hein. Les hématies, ça compte pas. On parle de cellules nucléées qui, voilà, autre que quelque chose qui aurait une relation avec une hémodilution. Et une autre précision aussi, on parle, en fait, c'est inflammatoire versus non inflammatoire. Si c'est 2 populations, vous pouvez avoir par exemple des neutrophiles, des macrophages ou une population inflammatoire avec plusieurs types de cellules, mais c'est une population inflammatoire. Donc ici, par exemple, je vais vous donner comme réponse, donc majoritairement, la réponse qui ressort, c'est 2 populations cellulaires. Donc une population inflammatoire et une autre population du coup autre. Alors ici, si on revient, donc la difficulté, c'est peut-être, alors je ne sais pas, peut-être on en rediscutera un peu plus tard pour savoir quelle est la deuxième population que vous identifiez. Ici, à faible grossissement, ce qu'on voit, on reconnaît assez facilement des neutrophiles, c'est-à-dire sont des cellules par leur noyau en fait très segmenté. Donc on voit bien ce côté segmenté du noyau dès le faible grossissement. Peut-être que c'est ce qui conduit en fait à cette réponse-là, c'est que sur cette image, vous avez une différence de couleur. C'est-à-dire qu'il y a des cellules qui apparaissent rosées et des cellules qui apparaissent beaucoup plus foncées, violettes. Donc en fait, les neutrophiles, on va dire normaux, ce sont dans leur aspect peu modifié, donc ce sont les plus foncés, on va dire. Et puis les cellules qui sont plus rosées, ce sont aussi des neutrophiles, mais qui donc ont cette caractéristique que l'on appelle dégénérée, c'est-à-dire qu'en fait le noyau, la chromatine se décondense, ils sont fortement donc altérés et en voie de dégénérescence. Donc d'où l'aspect plus clair. Et surtout l'aspect donc un peu moins segmenté, plus boursouflé du noyau. Donc ce sont ceux qui sont légendés par les flèches rouges. Et ce sont eux qui vont donc, si on continue le process, avoir une chromatine qui se déroule en filament et qui va donc donner ce côté fond nécrotique dont on vient de parler. Alors même question ici. Donc je vous laisse regarder l'image. Donc la question c'est la même, c'est évaluer s'il y a une seule population, donc soit exclusivement inflammatoire, soit d'une autre nature, soit un mélange des deux. Là, vous allez être trop fort, je pense. Ça se confirme. Vous êtes très fort. C'est peut-être plus facile. Donc en effet, le vote, donc là ça se détache nettement. Donc il y a bien 2 populations cellulaires en présence. Donc vous avez reconnu, je pense, les granulocytes neutrophiles qui sont tout petits dans le fond et qui apparaissent donc segmentés. Et puis cette autre population, donc qui
malgré le pléomorphisme des cellules, c'est-à-dire leur différence de taille, leur différence, de taille des cellules, de taille noyau, etc., on voit bien qu'elles ont toutes un aspect un peu polygonal et donc relèvent d'une même origine. Donc ici, on a une double population concomitante. Et puis là, l'objectif, après, ça sera de déterminer la nature de cette autre population qui n'est pas visiblement inflammatoire. On continue. Donc, je vous laisse apprécier cette image. La question, ça sera toujours la même. Donc, je vous laisse juste regarder. Pareil ici, je pense pas que ça soit très difficile. Donc, y voyez-vous une seule population donc d'ordre inflammatoire, une seule population qui n'est pas inflammatoire et donc d'un autre type, ou une population mixte. Là aussi, vous allez être très fort. Donc, c'est exactement comme tout à l'heure. Hein. Donc, pareil, vous êtes en gros 2/3 à dire que vous avez une seule population de cellules qui est monomorphe non inflammatoire. Je suis d'accord avec vous. Donc, on a ici une prolifération régulière et monomorphe d'un seul type cellulaire qui présente par ailleurs vraiment une caractéristique de cellule jointive et aucune a priori cellule inflammatoire associée. On a un fond légèrement hémorragique, on voit quelques hématies dans le fond, mais aucune cellule inflammatoire. Donc pour ceux que ça intéresse, cette magnifique ponction en fait correspond à une ponction de prostate. Totalement normale par ailleurs. Alors les cellules inflammatoires, donc on vient d'évoquer le neutrophile, mais si on refait un petit récapitulatif des différents types de cellules inflammatoires. Donc la cellule inflammatoire par excellence, c'est le neutrophile. Donc on va parler de lésions neutrophiliques lorsqu'on a plus de 80-85% de neutrophiles qui rentrent dans la composition de la lésion. Bien entendu, en général, les lésions inflammatoires, là on a vu des exemples qui sont quasi exclusifs, mais on peut avoir des associations de cellules inflammatoires. Donc, les neutrophiles, ils peuvent être associés à une population accessoire de macrophages, plus ou moins de lymphocytes, de plasmocytes, par exemple. Lorsqu'on a une lésion à composante de neutrophiles largement majoritaire, réflexe, on cherche l'agent infectieux, direct. Donc, ça, c'est d'emblée. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir comme agent infectieux? Pareil, donc pour ce qui relève d'une lésion neutrophilique, en général, ce sont les bactéries. Donc, c'est le propre de la définition de l'accès ou de la lésion surinfectée septique. Mais notez que quand même, on peut avoir des lésions qui vont être massivement neutrophiliques et qui ne sont pas liées à des bactéries, mais qui peuvent être liées à des champignons. Donc, toujours pareil, on a quand même toujours des sortes d'exceptions à ces règles. Pareil, l'absence de visualisation de bactéries ou d'un agent infectieux, alors déjà n'exclut pas le fait que ça puisse être septique, mais on peut avoir des lésions purement neutrophiliques sans aucun agent infectieux, dans le cas par exemple du corps étranger, dans des désordres dissimilitaires, dans des paniculites ou granulomes dits stériles, ou aussi dans des lésions tumorales pour lesquelles donc on a un environnement en général souvent nécrotique et inflammatoire associé. Alors le macrophage, donc quand on a une lésion à majorité de macrophages, pareil, eux aussi vont être souvent associés à des neutrophiles en l'occurrence, et on parle donc de lésions granulomateuses ou pyogranulomateuses si on est mixte avec du neutrophile dégénéré. Alors le macrophage, en général, on les observe avec des agents infectieux qui sont plus particuliers, donc comme des champignons ou des mycobactéries ou des protozoaires par exemple. Mais encore une fois, ça n'est pas exclusif. On peut avoir des choses donc qui vont être mixtes, on va dire fortement granulomateuses et neutrophiliques avec des bactéries, pourquoi pas. Alors, concernant les éosinophiles, donc là la proportion elle est totalement différente. On parle de lésions éosinophiliques dès qu'on a en gros de 10 à 10% d'éosinophiles dans une lésion, un peu plus peut-être chez le chat parce que c'est une espèce qui a quand même tendance à avoir plus facilement des éosinophiles. Ils pourront être accompagnés de mastocytes et ces lésions éosinophiliques, mais on les observe donc dans des cas, dans des processus allergiques ou d'hypersensibilité.
dans des affections donc parasitaires ou dans des syndromes, lors de syndromes paranéoplasiques, donc sur des tumeurs assez longues comme les mastocytomes et les lymphomes par exemple, ou bien connus chez le chat, lors de complexes de lésions du complexe granulome éosinophilique. Alors le dernier contingent inflammatoire, ce sont les lymphocytes et les plasmocytes. Alors eux, c'est très souvent non spécifiques. En général, ils apparaissent lorsque les lésions commencent à avoir une évolution assez longue, donc chronique. Dans certains, toujours pareil, hein, c'est peu pathognomonique, mais donc dans des désordres dissimilitaires ou après dans des lésions particulières qu'on appelle nous les piqûres d'arthropodes ou piqûres d'insectes, où en général la composante est très mixte et on a là un contingent lymphoplasmocytaire qui est plutôt significatif. Enfin, bien sûr, on va observer les lymphocytes plasmocytes dans des lésions particulières comme les pododermatites lymphoplasmocytaires, comme leur nom l'indique. Donc si on revient sur notre lésion de tout à l'heure, où on a identifié une population exclusive de neutrophiles et dont une forte proportion dégénérée, réflexe, je cherche mes agents infectieux. Bon ben bingo, là on était purement dans le descriptif d'un abcès, visiblement, puisqu'on a identifié très facilement donc des bactéries qui étaient présentes dans le cytoplasme des neutrophiles. Et donc pour confirmer le caractère septique d'une lésion, il faut toujours essayer de rechercher les bactéries phagocytées et pas uniquement dans le fond de frottis pour que ça soit significatif, si vous voulez. Alors, autre exercice. Donc, je vous laisse regarder cette image. Donc, vous allez me dire, je vais vous poser 2 questions sur cette image. Donc, la première, dans l'ordre de la démarche, c'est-à-dire quelle est la composante cellulaire, et puis à partir de là, qu'est-ce que on va rechercher. Donc, je vous laisse regarder. Donc, la question ici. Donc, on est dans le cadre des lésions inflammatoires. Donc, je vous facilite déjà, c'est une lésion inflammatoire. Je vous pose pas la question du tumoral. Donc, y voyez-vous une population inflammatoire de neutrophiles seuls ou d'un mélange de cellules inflammatoires qui comprendrait des neutrophiles et des plasmocytes ou des neutrophiles et des macrophages? Alors, vous me dites, voilà, ça a l'air ultra simple parce que vous êtes déjà à 94% à répondre neutrophiles et macrophages. Donc finalement, c'est facile, exactement. Donc on a bien un mélange de neutrophiles et de macrophages. À partir de là, donc vous allez rechercher quelque chose qui pourrait causer ce genre de réaction inflammatoire. Donc, y voyez-vous un potentiel agent infectieux qui pourrait être par exemple des bactéries filamenteuses ou des champignons, ou vous y voyez rien du tout? Vous êtes trop fort, vous y voyez visiblement des champignons. Donc en effet, donc on a bien un mélange donc neutrophile là, facile à reconnaître. Les macrophages sont toutes les cellules mononucléées qui sont légendées avec les flèches rouges. Et puis vous voyez des éléments qui sont alors colorés en bleu là et qui sont donc très segmentés, réguliers, donc qui correspondent à des ifs fongiques. Et puis vous avez aussi d'autres éléments qui là eux apparaissent beaucoup plus clairs et un peu plus ronds, sphériques, qui correspondent donc aussi à des formes, disons, plus sporulées de champignons et qui donc sont hypocolorées. Donc là, on est dans le cadre d'une lésion pyogranulomateuse d'origine fongique. Alors, je laisse la parole à Laetitia. Merci Delphine. Donc effectivement, Delphine vous a présenté donc en première partie comment on débutait la démarche diagnostique en cytologie. Elle vous a présenté les lésions inflammatoires strictes. Donc maintenant, vous êtes arrivé au stade où vous avez déterminé quel type de cellules prédominantes étaient sur la lésion. Et en l'occurrence, on va parler des populations monomorphes de cellules non inflammatoires. Donc, on est sur une lésion relativement simple puisqu'il n'y a pas de contexte inflammatoire associé. Donc, le diagnostic est généralement relativement aisé. Donc, pour l'étape d'après, donc vous avez bien identifié qu'on était sur une population proliférative
non inflammatoires. La question qu'on va se poser maintenant, c'est quelle est la forme des cellules et quelle est l'organisation des cellules. Donc tout ça, ça peut s'observer à faible et moyen grossissement, et pour la forme, ça peut s'apprécier aussi à faible et moyen grossissement, mais on pourra aller à fort grossissement pour regarder ces cellules d'un peu plus près. Donc concrètement, quand vous êtes face à une population monomorphe non inflammatoire, vous avez trois grandes catégories de tumeurs ou de lésions possibles. Des lésions qui vont être d'origine épithéliale, des lésions qui vont être d'origine mésenchymateuse, et des lésions qui vont concerner des cellules rondes. Donc, on va regarder cette organisation. Les cellules peuvent être soit en amas cohésif dans lequel vous allez potentiellement identifier le sillon intercellulaire. Elles vont pouvoir être isolées, ces cellules, donc deuxième type d'organisation, ou alors vous pouvez avoir des cellules à la fois isolées et empaquetées, mais qui vont être désorganisées, qui peuvent être associées à une substance un peu fibrillaire, rosée, etc. Donc ça, c'est pour l'organisation. Et puis ensuite, pour la forme, donc ces cellules peuvent être rondes, cuboïdales, à polygonales et en amas cohésif. Donc là, vous allez partir sur une tumeur épithéliale. Si les cellules sont rondes, individualisées, vous allez partir sur une tumeur à cellules rondes. Et si les cellules sont d'aspect fusiforme avec des cytoplasmes un petit peu allongés, elles peuvent être isolées ou en paquets désorganisés, donc sans sillon intercellulaire visible et sans organisation cohérente, on va dire, ça va vous orienter plus sur une tumeur mésenchymateuse. Donc ça, à faible moyen grossissement, plutôt on va dire, et éventuellement à fort, ça va vous permettre de déterminer le type cellulaire, donc épithélial versus cellule ronde versus mésenchymateux. Alors, à ce stade-là, donc vous savez de quel type de tumeur il s'agit. Vous allez regarder les atypies cytonucléaires. Donc, est-ce qu'il y a des atypies cytonucléaires? Oui, non. Si oui, de quel ordre sont-elles? Et est-ce qu'elles sont marquées, légères, modérées? Donc, s'il n'y a pas d'atypie cytonucléaire ou si elles sont légères, ça va plutôt vous orienter vers une lésion bénigne. Sauf exception, évidemment, qu'on verra plus tard dans la présentation. S'il y a des atypies cytonucléaires, alors quelles sont-elles et de quelle intensité sont-elles? Donc les atypies cytonucléaires, vous allez pouvoir les observer à faible moyen grossissement à l'échelle de la population. Donc qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un caractère prolifératif. Par exemple, lors de sarcomes, les cellules fusiformes, les cellules mésenchymateuses, elles sont imbriquées les unes les autres dans un tissu conjonctif. Et en fait, quand vous ponctionnez ce type de lésion, les cellules, elles ont du mal à venir. C'est d'ailleurs, pour rebondir sur la question qui avait été posée au début, c'est là où vous allez potentiellement utiliser des aiguilles de plus gros diamètre ou éventuellement aspirer pour justement essayer de récupérer ce matériel parce que c'est plus difficile. En revanche, si vous avez quelque chose, un prélèvement qui est très prolifératif, ça peut être un signe justement de caractère tumoral ou de caractère malin. Ensuite, l'organisation, par exemple, dans une tumeur épithéliale, vous pouvez avoir une perte de cohésion des cellules, avec des cellules qui vont avoir tendance à s'individualiser. Ça peut être aussi un critère de malignité. Et puis enfin, vous avez le pléomorphisme cellulaire, donc avec des différences de taille, d'anisocytose, des différences de taille de noyaux, l'anisocariose, avec des noyaux qui peuvent paraître volumineux, du gigantisme cellulaire, etc. Donc tout ça, ça peut s'observer à faible grossissement et à l'échelle de la population. Voilà, ici, par exemple, vous avez une lésion qui est extrêmement proliférative. Je ne sais pas si vous le voyez très bien sur vos écrans, mais on voit déjà à faible grossissement qu'on a des cellules qui sont de très grande taille et qui semblent parfois plurinucléées. Donc ça peut s'observer au x100 et au x200. Et ensuite, à l'échelle de la cellule, donc là, vous allez vous rapprocher au x400 ou au x100 à immersion, au x1000, pardon, à immersion, et vous allez regarder donc le volume nucléaire, sa régularité, c'est-à-dire que vous allez avoir des cellules qui potentiellement vont avoir un rapport nucléocytoplasmique qui va être élevé, avec un noyau qui va prendre beaucoup de place dans la cellule. Vous pouvez avoir des cellules plurinucléées avec de l'anisocariose intracellulaire, donc des différences de taille de noyau
à l'intérieur d'une même cellule, la présence de micro-noyaux, de fragments de noyaux, l'aspect de la chromatine. Donc ça, effectivement, ça demande une certaine expérience pour l'interprétation, mais une chromatine qui semble poussiéreuse, granuleuse, etc., qui a un aspect différent de ce qu'elle devrait avoir. Le volume nucléolaire, est-ce que vous avez des nucléoles? Si oui, combien? Est-ce qu'ils sont volumineux? Donc, on prend toujours en comparaison la taille d'une hématie à côté. Donc, un nucléole qui a la taille d'une hématie, c'est déjà un nucléole de très grande taille, par exemple. Et vous pouvez avoir des nucléoles irréguliers, dit en carte de géographie. Donc ça, c'est aussi des critères de malignité. Le cytoplasme, comment il est? Est-ce qu'il est vacuolisé de manière anormale? Est-ce qu'il est plus basophile que d'habitude? Est-ce que il y a des granulations qui devraient être présentes qui ne le sont plus? L'index mitotique et la présence de mitose anormale. Donc là, par exemple, à l'échelle de la cellule, ici, vous avez toutes les atypies cytonucléaires que vous pouvez quasiment rencontrés, donc avec du gigantisme, des plurinucléations, de l'anisocariose intracellulaire. Il y a des cellules sur lesquelles on voit des nucléoles qui apparaissent. Ces cellules, elles sont très bleues, avec un cytoplasme hyperbasophile. Ici, d'autres atypies cytonucléaires. Donc, à droite, en haut, vous avez un noyau. Alors, c'est une cellule qui est explosée, mais on voit du coup bien le noyau avec les nucléoles qui semblent volumineux et irréguliers, comme celui de gauche. Vous avez aussi des photos avec des mitoses qui sont anormales, puisqu'on voit que les chromosomes se séparent un petit peu de manière anarchique, et une cellule géante en bas à gauche. Autre critère d'atypie, ça va être donc la perte de différenciation. Donc effectivement, là, on prend l'exemple d'un mastocytome qui est normalement bien granuleux. Le mastocyte, c'est une cellule qui est très granuleuse. Et sur les photos de droite, vous voyez que ces cellules, elles ont tendance à être beaucoup moins granuleuses, voire quasiment pas granuleuses. Donc là, on a des critères carrément une perte de différenciation, donc des critères de malignité. Donc, si il y a des atypies cytonucléaires, si elles sont marquées, ça va vous orienter plutôt vers une tumeur maligne. Il y a toujours des exceptions à la règle et nous verrons ça en fin de présentation. Donc pareil que Delphine tout à l'heure, voici un petit exercice pour vous. Donc là, vous avez, alors c'est une lésion pulmonaire, c'est ce que je peux vous dire pour le moment. Je vous laisse un petit peu le temps pour apprécier le fond de frottis, apprécier les différentes populations, apprécier l'organisation, la forme des cellules, apprécier la présence ou non d'atypie cytonucléaire. Et puis ensuite, vous allez avoir des quiz qui vont apparaître à l'écran. Donc première question, pour reprendre la démarche depuis le début, comment est le fond de frottis? Est-ce que le fond de frottis est nécrotique? Donc est-ce que vous avez de la nécrose, de liquéfaction et de coagulation? Est-ce que le fond de frottis est hémorragique? Est-ce qu'il est gras? Est-ce qu'il est protéique selon vous? Donc, alors je vous laisse répondre. Effectivement, on a plus de 50% presque des votes qui disent. Alors, il y a plusieurs réponses possibles. Je tiens à toujours préciser. Donc, effectivement, le fond de frottis nécrotique a l'air de se détacher. Le fond de frottis hémorragique aussi. Protéique, comme l'a dit Delphine, c'est toujours un petit peu délicat. Quand il y a de la nécrose, c'est difficile à évaluer. Donc, effectivement, là, ce qu'on peut observer dans ce cas-là, c'est qu'il y a un fond qui est nécrotique avec une nécrose, on va dire mixte, c'est-à-dire qu'on a, sans vous spoiler sur la question d'après, une nécrose de liquéfaction et une nécrose de coagulation, c'est-à-dire que sur la gauche de la photo, ça se voit assez bien, on a comme des cellules fantômes, des débris cellulaires basophiles qui apparaissent, et ça, c'est lié à de la nécrose cellulaire. Donc, deuxième question, quelles sont les populations cellulaires d'intérêt? Est-ce que vous avez une population inflammatoire stricte? Est-ce que vous avez une population monomorphe de cellules non inflammatoires? Ou est-ce que vous avez une population mixte, c'est-à-dire une population de cellules inflammatoires et une population monomorphe de cellules non inflammatoires? Donc, je vous laisse répondre. Vous êtes presque 50% à avoir voté. Et je vois que vous avez absolument tout retenu, c'est super. Vous êtes 96%, 97% à avoir voté population mixte.
Donc inflammatoire plus autre. Effectivement, nous avons donc une population inflammatoire donc qui est composée de neutrophiles en partie dégénérés puisqu'il y a effectivement de la nécrose de liquéfaction, donc qui est la résultante de la dégénérescence des noyaux des neutrophiles. Il y a peut-être quelques macrophages dans le tas, on a du mal à le voir, mais c'est surtout des neutrophiles. Et on a une population monomorphe de cellules non inflammatoires qui est plutôt localisée sur la droite de la photo. Donc, question suivante, de quel type de prolifération s'agit-il? Donc là, on va se concentrer sur la population monomorphe non inflammatoire. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la forme des cellules et leur organisation. Alors, selon vous, est-ce qu'elles sont en amas cohésif? Est-ce qu'elles sont isolées et rondes? Est-ce qu'elles sont fusiformes, en amas désorganisés? À vous de me dire. Je vous laisse un petit peu de temps pour voter parce que ça peut être peut-être un petit peu plus complexe, entre guillemets, que les questions d'avant. Alors, globalement, effectivement, vous êtes plutôt sur une prolifération épithéliale. Donc, je vois qu'on a quand même 24% de votes pour mésenchymateux. Donc, c'est effectivement peut-être un petit peu piège. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui vous a mis le doute, mais au centre des amas, on a des cellules qui ont tendance à être peut-être un petit peu plus allongées. Mais en fait, elles sont surtout polygonales et au sein même de cet amas, on a vraiment des fois l'impression de voir extrêmement bien les contours cellulaires et d'avoir une zone plus claire entre deux cellules. Ça, c'est ce qu'on appelle le sillon intercellulaire. Donc, en fait, là, on a une population de cellules qui semble plutôt cohésive, en organisation plutôt papillaire, ça fait un petit peu comme des boules, même si elles sont de forme polygonale. Il ne faut pas oublier que les cellules épithéliales, elles peuvent prendre plusieurs formes. Elles peuvent être rondes, elles peuvent être polygonales, parfois avoir un aspect un petit peu aplati et être confondues avec des cellules mésenchymateuses. Là, ce qui compte le plus, c'est d'aller... Alors, il faudrait, dans l'idéal, peut-être aller voir un peu plus à fort grossissement pour voir l'organisation des cellules entre elles, voir s'il y a vraiment ce sillon qu'on arrive bien à déterminer pour mettre en évidence le caractère cohésif des cellules. Donc, on est dans ce cas sur une prolifération plutôt épithéliale. Et enfin, dernière question, observez-vous des atypies cytonucléaires? Si oui, lesquelles? Donc là, c'est pareil, il y a plusieurs réponses possibles. Donc, est-ce que il y a de l'anésocytose et de l'anésokaryose? Est-ce que vous voyez du gigantisme? Est-ce que vous voyez des mitoses anormales? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'atypie cytonucléaire? Alors, je vous laisse répondre un petit peu. C'est très, je pense que vous avez tous répondu. On a 30%, 30%, 30%. Donc, je pense que vous avez tous à peu près répondu, donné plusieurs réponses et vous avez tout à fait raison. Effectivement, alors il y a des atypies cytonucléaires, en effet. Elles pourraient être beaucoup plus marquées, ça je ne vous le cache pas, mais quand même, on a une anésocytose, une anésokaryose qui est parfois non négligeable. J'ai pas de pointeur pour vous montrer, mais à gauche, on a l'impression d'avoir des noyaux qui sont parfois 2 fois plus gros que les cellules qui sont à droite. On a alors du gigantisme, oui, on a une cellule en bas qui s'isole et qui a l'air d'être très très grosse avec un cytoplasme basophile assez volumineux. Et en plus, dans cette cellule, on voit qu'il y a une mitose en fait. Et pourquoi cette mitose, elle est anormale? Je ne sais pas si vous le voyez sur cette photo-là, mais on va le revoir peut-être ici en plus grand. On a l'impression d'avoir des chromosomes qui se détachent en fait de l'équateur de la cellule. Donc on a une mitose qui a l'air de se faire de manière pas tout à fait cohérente. Donc c'est dans ce cas-là en fait était un cas donc de carcinome avec nécrose et inflammation, mais en fait c'est un cas qui est assez complexe
parce que vous avez une composante mixte et que les atypies sont pas forcément extrêmement marquées, hormis cette mitose qui est quand même assez costaud. Mais en fait, on pourrait se poser la question à savoir, est-ce que les atypies qu'on observe, elles sont secondaires à l'inflammation? Est-ce que c'est vraiment une lésion tumorale maligne avec une inflammation secondaire? C'est pas forcément évident. Il faut un petit peu d'expérience pour pouvoir en être sûr, ce qui me permet de faire la transition sur la troisième grande catégorie de mon arbre décisionnel, qui est quand il y a un mélange de cellules inflammatoires et autres, qu'est-ce que je fais, comment je me débrouille, comment je me dépatouille et comment j'interprète les choses. Et souvent, on peut être dans une zone grise où on ne sait pas trop si on a une lésion qui est inflammatoire avec une hyperplasie, par exemple, de cellules cutanées ou annexielles. Quand vous allez, par exemple, avoir juste un granulome de léchage, il peut y avoir une hyperplasie de ces cellules. Elles vont accompagner les cellules inflammatoires. Donc, c'est difficile de trancher entre les deux. Pareil, est-ce que les atypies que j'observe sur ma population autre, elles sont primaires et c'est bien une tumeur avec une inflammation secondaire, ou elles sont secondaires à l'inflammation parce que c'est aussi tout à fait possible d'avoir des atypies secondaires. Donc là, en l'occurrence, c'est un autre exemple, mais qui peut aussi arriver et qui arrive assez fréquemment d'une lésion sur un jeune chien où on observe deux types de cellules. Une population de cellules de petits lymphocytes matures, donc qui est fléchée en rouge, et une population autre de cellules qui semblent quand même assez monomorphes, puisqu'elles ont un peu les mêmes caractéristiques cytonucléaires, avec un noyau un peu paracentral, un cytoplasme plus basophile, et donc elles sont un peu d'aspect histiocytaire, ces cellules. Donc dans ce cas-là, il s'agit d'une prolifération lymphohistiocytaire, et comme on en a parlé un petit peu au début avec Delphine, dans les piqûres d'insectes et d'arthropodes, c'est typiquement ce genre de population inflammatoire qu'on peut observer. Sauf que ça pourrait aussi tout à fait être, de par le caractère monomorphe des histiocytes qu'on observe là, un histiocytome en voie de rejet immunologique. En plus, on est sur un jeune chien. Et donc, on est dans c'est difficile d'avoir un diagnostic de certitude entre ces deux hypothèses-là, par exemple, dans le cas présent. Donc, Donc, vous avez fait votre démarche. Vous savez que c'est une tumeur. Soit vous êtes sur une lésion inflammatoire, soit vous êtes sur une lésion mixte, et là c'est plus compliqué, soit vous êtes sur une lésion monomorphe, donc tumorale. Maintenant, l'idée c'est de déterminer le type cellulaire précis. Donc c'est bien de savoir si c'est épithélial, si c'est rond ou si c'est mésenchymateux, mais c'est encore mieux de savoir déterminer de quel type cellulaire précisément il s'agit. Donc pour ce faire, on va regarder les caractéristiques cytonucléaires. Donc, on va aller voir ça à fort et moyen grossissement. Donc, quelles sont les caractéristiques cytonucléaires? Ça va être le noyau. Donc, au-delà de la forme, etc., et de la taille de la cellule même, ça va être le noyau. De quelle forme il est? Où est-ce qu'il est localisé? De quelle taille il est? Donc, ça va conditionner le rapport nucléocytoplasmique. Quelle est sa position dans la cellule? Comment est la chromatine? Comment sont les nucléoles? Quelle est la position des nucléoles? Tout ça, c'est des critères déterminants. Donc là, par exemple, à gauche, vous avez deux tumeurs avec des cellules qui présentent des noyaux très excentrés ou, on va dire, paracentraux, entre guillemets, excentrés à paracentraux. Donc en haut, c'est un ostéosarcome, en bas, c'est un plasmocytome. À droite, vous avez une tumeur avec des noyaux qui vont plutôt être en position centrale. Donc là, on était sur un carcinome épidermoïde, par exemple. Mais en fait, c'est vraiment des caractéristiques qui sont propres à chaque type de cellule. Ensuite, une fois qu'on a regardé le noyau, on va regarder le cytoplasme. Et c'est pareil, on va se poser un peu les mêmes questions. Quelle est la forme du cytoplasme? Comment est-ce qu'il est bien délimité ou mal délimité? Est-ce qu'il y a des granulations? De quelle couleur sont-elles? Est-ce qu'il y a des vacuoles? De quelle taille sont-elles? Est-ce qu'elles sont bien délimitées, etc. Donc là, par exemple, à gauche, on a des cellules qui sont rondes avec des cytoplasmes qui sont plutôt bien délimités.
qui ne présente ni granulation ni vacuole. Donc là, c'était un histiocytome bénin. Et sur la droite, on a des cellules qui sont plutôt fusiformes, avec des cytoplasmes assez mal délimités, basophiles, qui présentent des petites vacuoles optiquement vides. Donc là, on est sur un contingent de cellules mésenchymateuses. Donc toutes ces caractéristiques, ça va permettre de déterminer le type précis cellulaire. Et donc ça vous permet de dire c'est une tumeur à cellules rondes, mais on va aller plus loin, c'est en fait un lymphome, c'est en fait un plasmocytome, c'est en fait un mastocytome, etc. Donc pour déterminer le type précis, il faut donc absolument connaître les caractéristiques cytonucléaires de chaque type de cellule et donc de chaque type de tumeur. Par exemple, dans les tumeurs à cellules rondes, donc ça va être un peu catalogue, mais c'est pour que vous compreniez le principe. Donc j'ai une cellule avec un noyau qui est excentré, un RNP moyen, une chromatine en roue de Charette, un cytoplasme basophile soutenu avec un arcoplasme. Ça m'oriente, l'ensemble de ces critères m'oriente vers un plasmocytome. J'ai des cellules avec un noyau rond central à paracentral qui est difficilement visible, un RNP moyen, le cytoplasme est aussi difficilement visible parce qu'il est riche, très riche en granulations violacées. Ces granulations viennent recouvrir le noyau la plupart du temps. C'est typique et caractéristique de mastocytes et donc d'un mastocytome. Un histiocytome, par exemple, ses caractéristiques, c'est un noyau rond, plutôt central à paracentral, un RNP moyen, une chromatine fine, et un cytoplasme clair, qui n'a le plus souvent ni granulation, ni vacuole. Je suis sur une cellule ronde qui présente un noyau central ou excentré, ça dépend, un RNP variable, une chromatine fine, des nucléoles, un cytoplasme basophile clair à moyen, mais riche en granulation noirâtre en bâtonnet. Ça me permet de reconnaître des mélanocytes et donc de faire un diagnostic de mélanome. Autre exemple, noyau central, RNP moyen, chromatine fine, cytoplasme basophile clair à moyen et des vacuoles optiquement vides à l'emporte-pièce, des petites vacuoles au contour bien délimité. Eh bien ça, ces vacuoles-là, c'est un argument en faveur du sarcome de Sticker. Ça fait partie des critères d'identification de ce type de tumeur. Enfin, dernier exemple, noyau rond, parfois irrégulier, ça dépend, RNP élevé, chromatine variable, basophilie variable, possible granulation, mais surtout RNP très élevé. Dans une tumeur à cellules rondes, ça m'oriente plus vers un lymphome. Et après, en fonction d'autres critères, est-ce que c'est bas grade, est-ce que c'est haut grade, et quel type et sous-type de lymphome. Ça, c'est pour aller encore plus loin. Donc, donc là, c'est à vous de travailler. Voici un autre exemple d'un chien berger allemand entier de 9 ans qui présente une masse sur la cuisse. Donc là, c'est pareil, on va vous demander vous allez avoir plusieurs questions. Donc, je vous laisse quelques temps pour bien observer la photo. Et puis donc la première question, c'est donc toujours la même chose. Je vous passe le fond de frottis, mais quelles sont là où les populations cellulaires d'intérêt. Donc, est-ce que c'est une population inflammatoire? Est-ce que c'est une population en monomorphe de cellules non inflammatoires? Est-ce que c'est une population mixte, avec une population inflammatoire plus une autre population? Alors, je vous laisse répondre. Et en majorité, vous avez tout à fait raison. Donc, on est sur une population qui semble quand même plutôt monomorphe. Alors, de cellules non inflammatoires, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, effectivement, on n'a pas de neutrophiles et on n'a pas de population mixte. On est sur une population de cellules qui sont plutôt qui ont plutôt toutes les mêmes caractéristiques, en tout cas qui se ressemblent, elles ont toutes la même tête. Alors, deuxième question, à vous de jouer. De quel type de tumeur s'agit-il? Puisque, a priori, on était sur une population monomorphe, donc on est sur une population plutôt tumorale. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une tumeur épithéliale, une tumeur à cellules rondes ou une tumeur mésenchymateuse?
Alors, donc je vous laisse continuer de voter, mais il y a une grosse majorité quand même qui se détache, avec presque 70% des votes pour tumeur à cellules rondes. Alors effectivement, on a des cellules qui sont plutôt individualisées. Elles peuvent être en paquet. Hein. Les tumeurs à cellules rondes, elles peuvent parfois se mettre en paquet. Ça dépend aussi de la densité cellulaire et de la zone de lecture. Mais en tout cas, ce qui ressort là, c'est qu'on n'a pas l'impression d'avoir vraiment une organisation en boule ou palissadique ou en nid d'abeille, comme on pourrait avoir dans certaines tumeurs épithéliales. Pourquoi on parle de cellules rondes et pas de cellules mésenchymateuses, même si je vous l'accorde, en fait, ça reste un cas qui peut être un peu piège. C'est pour ça qu'on en parle aussi. C'est que globalement, elles paraissent quand même assez rondes et dodues, ces cellules. Mais on a des fois peut-être des petites irrégularités cytoplasmiques avec des contours pas toujours extrêmement bien délimités. Mais dans l'ensemble, ce qui est le plus important, c'est vraiment la composante générale qui ressort, c'est du rond avec des cytoplasmes bien délimités, plutôt isolés ou en tout cas sans organisation particulière. Donc on est bien sur une tumeur à cellules rondes. Ensuite, comment sont les atypies cytonucléaires selon vous? Est-ce qu'elles sont plutôt légères? Est-ce qu'elles sont modérées? Ou est-ce qu'elles vous semblent marquées? Donc effectivement, je vais juste aller un petit peu vite parce que il est déjà 13h45. Donc effectivement, vous avez plutôt tendance à dire que les atypies sont marquées ou certains plutôt modérés, mais aucun n'a voté atypie légère. Donc c'est déjà bien. Donc effectivement, on a des atypies qui sont quand même plutôt marquées parce qu'on a du gigantisme. Regardez la taille des cellules par rapport aux hématies dessous. On a des cellules qui sont plurinucléées avec de l'anisocariose intracellulaire. On voit des nucléoles qui apparaissent un peu proéminents. Donc, sur la grosse cellule en bas à droite, vous voyez dans le noyau de gauche deux nucléoles bleutés qui apparaissent. Donc, on est effectivement plutôt sur, donc je le répète, une tumeur à cellules rondes avec des atypies marquées, dont vous voyez les caractéristiques cytonucléaires. On a donc des cellules qui sont vacuolisées avec des noyaux irréguliers, sans position vraiment particulière. À votre avis, donc petite question, quel est votre diagnostic? Vous pouvez, si vous le souhaitez, répondre dans le chat. Alors, n'hésitez pas à répondre. En tout cas, qu'est-ce que vous auriez mis si vous étiez tout seul dans votre cabinet devant votre microscope? N'hésitez pas à répondre. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Alors, merci. Delphine, tu n'as pas le droit de répondre. Je n'avais pas la réponse, moi. C'est ton cas. C'est vrai. Mais bon ou pas? Tout à fait, c'est bien. On te garde dans l'équipe. Merci. Alors, je vois que vous êtes en train de répondre petit à petit. C'est effectivement une question qui peut être piège, en effet, puisqu'on a quelques réponses qui sont plutôt deux plasmocytomes. On a une réponse plutôt en lymphome, et donc Delphine et Marie-Odile qui font partie de notre team qui répondent sarcomystiocytaire. Donc effectivement, il s'agit d'un sarcomystiocytaire. Alors pourquoi c'est pas un plasmocytome? Mais en fait, on a ce côté très vacuolisé qui fait penser en fait à des macrophages activés qui vont pouvoir phagocyter des éléments, etc. Dans un plasmocytome, en général, on n'a pas de vacuole. Le plasmocytome, c'est des noyaux qui sont excentrés. On reconnaît un arcoplasme. Ici, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir un arcoplasme. Alors, c'est vrai que dans le plasmocytome, on peut avoir des atypies avec des cellules qui sont plurinucléées.
On va le voir tout à l'heure aussi. Mais là, en l'occurrence, ce qui prédomine, c'est vraiment le côté vacuolisé qui rappelle le macrophage, et donc des macrophages qui sont atypiques en l'occurrence et monomorphes, sans autre population inflammatoire. C'est ça qui nous met aussi la puce à l'oreille. C'est pour ça qu'au début, je disais population monomorphe non inflammatoire entre guillemets. Le macrophage reste une cellule inflammatoire, mais là, dans ce cas-là, on est sur une prolifération tumorale. Ça ne marche plus. Voilà. Alors ensuite, bon, on va essayer de passer vite fait, mais c'est pareil pour les cellules épithéliales. Donc une tumeur épithéliale, pareil, le noyau, la forme, sa taille, sa position, le cytoplasme, sa forme, sa délimitation, la présence de vacuoles de granulation, tout ça, c'est des critères qui vont vous permettre de déterminer le type de tumeur épithéliale à laquelle vous avez affaire. Donc, par exemple, ici, dans une tumeur, là, vous avez une tumeur épithéliale avec une prolifération qui est cohésive, papillaire, avec des cellules qui, si vous le voyez bien, ont un cytoplasme qui est gorgé de petites vacuoles optiquement vides, et ça rappelle des cellules sébacées. Donc là, on est sur une hyperplasie ou un adénome ou un épithélioma sébacé, par exemple, en fonction de certains autres critères. Si vous avez des cellules qui sont en amas avec un RNP très élevé, des cytoplasmes parfois un peu moins bien délimités, mais des cellules qui sont de petite taille, assez régulières, cuboïdales, on est sur quelque chose d'aspect plutôt basaloïde, donc une tumeur basaloïde, en particulier l'exemple du trichoblastome, mais ça pourrait être autre chose. Par exemple, ici, vous avez des cellules qui ont un RNP beaucoup plus faible que l'exemple précédent, avec un cytoplasme, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais un aspect un peu microvésiculeux qu'on dit hépatoïde, parce que ça rappelle le cytoplasme des hépatocytes, et cette caractéristique, cette particularité vous oriente vers une tumeur des glandes hépatoïdes. Et ici, par exemple, vous voyez que c'est pareil, on a des cellules épithéliales qui... Alors pourquoi c'est épithélial? Parce que là, ça fait vraiment palissadique, mais avec des caractéristiques assez particulières, c'est-à-dire qu'on a un noyau qui est excentré, une cellule qui est plutôt cylindrique et polarisée, et qui peut parfois présenter des petites granulations noirâtres, comme vous avez donc dans les cellules du dessus, et qui sont caractéristiques de cellules apocrines. Donc, si on a une prolifération monomorphe de cellules de cet aspect-là, ça va nous orienter vers une tumeur apocrine. Ensuite, pour les cellules mésenchymateuses, c'est pareil, c'est le même principe. Par exemple, ici, vous avez des cellules qui sont en paquet, un peu désorganisées. Le noyau est excentré, il est repoussé en périphérie de la cellule, et la cellule est gorgée d'une vacuole optiquement vide. C'est typique et caractéristique d'un adipocyte et donc d'un lipome. Ici, par exemple, on est sur une prolifération mésenchymateuse, on a des cellules qui sont isolées ou en paquets désorganisées, sans structure nette. Elles présentent des atypies modérées à parfois marquées, et on peut avoir aussi certaines cellules caractéristiques, comme ici, avec une cellule de très grande taille, des noyaux qui vont être en périphérie de la cellule, donc en couronne, qu'on appelle Crohn cells, qui sont caractéristiques des sarcomes des tissus mous, des sarcomes des gaines périphériques, nerveuses et vasculaires. Un autre exemple ici, par rapport à la position du noyau, donc une tumeur avec des cellules qui sont isolées, presque rondes parfois, donc attention au piège, mais on le sait parce que c'est des cellules qui sont plus ou moins rondes, ovoïdes, avec un noyau très excentré, une espèce d'arcoplasme dans le cytoplasme, un cytoplasme bleuté, quelques granulations parfois, donc ça c'est assez caractéristique des ostéoblastes. Donc quand on a une prolifération de cellules comme ça, si en plus il y a des atypies, etc., mais on sait qu'on est face à un ostéosarcome. Autre exemple, l'exemple du fibrosarcome par exemple, c'est des cellules qui vont être fusiformes, très allongées, avec des noyaux aplatis, avec une chromatine irrégulière, des nucléoles plus ou moins bien visibles, des contours mal délimités, quelques granulations azurophiles. Donc ça, c'est caractéristique des fibroblastes. Et puis quand vous avez des atypies qui sont marquées, ça vous oriente vers un fibrosarcome.
Et à l'inverse, si les atypies sont très faibles, ça peut être en fait juste un fibrome. Mais vous avez reconnu le fibroblaste, pardon. Enfin, dernier exemple, mais en fait, il y en a tellement, et on va pas forcément tout détailler, mais par exemple, dans l'hémangiosarcome, ce qui va nous orienter, ça peut être des fois son organisation. En fait, on a des cellules qui peuvent se mettre en paquet épithélioïde, un petit peu comme vous voyez ici, pas toujours très bien organisé, mais surtout des critères comme de l'érythrophagocytose, des pigments d'hémosidérine dans les cytoplasmes, etc. Voilà. Je crois que c'est à toi au moins. C'est à moi. Donc je reprends. Donc du coup, on va vous présenter quelques questions. Il n'y a pas une question peut-être? Oui, alors oui, il y a eu une question à laquelle Delphine a répondu dans le chat, alors qu'on avait dit qu'on ne faisait pas comme ça, mais on va répondre quand même parce que pour les personnes qui nous regardent en replay et qui ne verront pas forcément la réponse dans le chat. Mais je te laisse répondre, Delphine, du coup. Après, on peut coller pareil ma réponse dans la question. Donc du coup, la question c'était comment on fait pour colorer un lipome avec du RAL, parce que souvent, en fait, ça s'est décapé au premier bain. Donc tout à fait. Donc première chose déjà, il faut laisser sécher les lames pendant 24 heures, donc ne colorer que le lendemain. Donc essayer d'avoir une fixation spontanée sur les lames. Et puis il faut éviter le premier bain en fait. Lorsque vous avez un truc qui est très gras, vous faites directement deuxième et troisième bain, et pas le premier. C'est comme pour les urines, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Dans le premier bain. Pas de premier bain. Lessiver justement le peu de matériel que vous allez pouvoir récupérer. Voilà. Il me semble d'ailleurs, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, que ce sont des questions auxquelles vous aviez répondu dans votre premier webinaire, qui est toujours disponible en replay sur le site d'Enidiag, dans l'onglet Enidiag Academy. Si vous voulez aller revoir ce premier webinaire de Cyto en replay, libre d'accès. Il faut attendre le dernier webinaire et après il faut se faire une soirée webinaire Cyto. Comme ça, hop, il y a tout qui rentre bien. Bon, je poursuis, je me dépêche parce que le retour. Donc, quelques pièges de l'interprétation cytologique. Alors, ce sont évidemment un petit résumé, parce que des pièges, bien entendu, on pourrait en faire une liste plutôt longue. Donc le premier à retenir, le piège en cytologie, c'est le macrophage. Donc le macrophage, c'est la cellule ultra polymorphe qui peut présenter des caractères très atypiques, donc qui font partie de la liste que Laetitia vient de vous présenter tout à l'heure sur les atypies cytonucléaires, et qui pourtant n'ont rien à voir avec du tumoral et sont simplement de l'ultra-réactionnel. Donc j'en reviens à ce que je vous disais au tout début, c'est-à-dire c'est l'étape du faible grossissement où vous devez vous imprégner de l'environnement de la lésion. Et lorsque vous avez quelque chose de très inflammatoire, très nécrotique, évidemment cet environnement étant très agressif et irritant pour les cellules présentes, vous allez avoir des cellules qui vont réagir en fait à cet environnement. Donc ici par exemple, vous avez une ponction d'une masse qui présente un fond gras, donc cette fois on a bien un fond gras avec ces grosses vacuoles blanches là qui correspondent à des globules gras. Le fond est légèrement hémorragique, et puis on a une population mixte, donc vous reconnaissez des neutrophiles avec les noyaux segmentés, et puis des cellules mononucléées. Alors vous reconnaissez des macrophages, on va dire standards et classiques, et puis quand vous vous baladez, vous voyez les cellules énormes là, donc les 3 photos de droite qui sont de très très grande taille, plurinucléées, avec des nucléoles proéminents basophiles, des mitoses un peu bizarres, dissymétriques, et pourtant elles n'ont rien à voir avec des cellules mésenchymateuses malignes, puisque là ça serait le risque de confusion, de dire qu'on est ni un sarcome histiocytaire, ni un sarcome histiocytaire, on va dire qu'on est sur un sarcome au sein d'un truc inflammatoire, pas du tout. C'est une simple paniculite pyogranulomatoeuse. Donc là, en fait, ce sont de simples macrophages qui sont fortement réactionnels dans le contexte. Alors l'autre piège, donc tout à l'heure, Laetitia vous a montré un exemple de mélanome dans la classification des tumeurs à cellules rondes. Alors c'est vrai que de manière légendaire, on classait les mélanomes dans ces tumeurs à cellules rondes. Aujourd'hui, il y a quand même une nette tendance à les mettre à part, en fait, dans une catégorie à part, parce que le diagnostic de mélanome est assez difficile. Tout simplement parce que le mélanocyte peut prendre, pareil, des formes différentes et pas que la forme d'une cellule ronde.
Donc la photo de gauche, c'est la même hein, que celle qu'elle vous a présentée, donc je reviens pas dessus. Mais si vous regardez la photo du milieu, vous avez des cellules en fait qui se juxtaposent et qui miment un aspect épithélial. Donc du coup, pourquoi pas risque en fait une erreur en fait d'orientation sur une tumeur épithéliale alors que ça n'en est pas du tout. Et de même, on peut avoir des mélanocytes qui ont un caractère fusiforme, effilé, avec des cytoplasmes qui sont très mal définis et qui pourraient être confondus avec des cellules mésenchymateuses. La difficulté, bien sûr, c'est que ces mélanocytes, ils ne sont pas toujours pigmentés. Donc, lorsqu'il y a les pigments, l'orientation est bien plus facile. Mais dans certains cas, les grains sont rares et donc difficile de faire un diagnostic de mélanome. Ensuite, parmi toutes, donc là on l'a déjà évoqué, mais j'illustre ici, ce sont le listing que Laetitia vous a fait sur les critères qui relèvent des atypies cytonucléaires. Eh ben, parfois ça ne marche pas, puisque certaines tumeurs, donc prenez l'exemple, les deux photos de droite, où vous avez donc une anisocytose, une anisokaryose, des cellules de grande taille qui sont plurinucléées. Eh bien en fait ici, tous ces critères qui relèvent des atypies cytonucléaires, on va dire, qui orientent vers quelque chose de plutôt malin, mais ici ça ne marche pas, puisqu'en fait il s'agit d'un plasmocytome et ça n'a pas de lien avec le grade de malignité. Ce plasmocytome, quand bien même il présente beaucoup d'atypies, c'est quelque chose finalement d'assez classique, en particulier les plurinucléations, et le plasmocytome reste tout à fait une tumeur bénigne, alors qu'il présente ces anomalies morphologiques-là. Pareil pour les sarcomes des tissus mous, où on a des cellules qui sont caractéristiques de ce type de tumeur. Ce sont des cellules qu'on appelle des cellules en couronne, des crown cells, qui en fait sont de grande taille, qui ont la particularité d'avoir plusieurs noyaux et un certain grand nombre de noyaux. On peut aller jusqu'à 6, 10 noyaux par exemple, et qui se disposent donc en couronne, comme vous voyez sur la photo de gauche. Pareil, la présence de ces cellules de grande taille plurinucléées n'a aucun lien avec le grade de malignité de ces sarcomes des tissus mous, qui en général, du coup, sont des sarcomes qui sont de plus faible agressivité que d'autres. À l'inverse, il y a des tumeurs qui présentent très peu d'atypies, comme par exemple l'adénocarcinome de la glande apocrine du sac anal. Donc il y a une morphologie particulière, on y reviendra, du coup là ça sera dans notre prochain webinaire de cas cliniques. Et bien là en général les atypies sont très faibles et pourtant l'adénocarcinome du sac anal est une tumeur particulièrement agressive. Alors prenons l'exemple ensuite des mastos pour terminer. Donc les mastocytomes, donc vous savez que là il y a des gradings qui sont bien connus et bien maîtrisés en histologie, mais peut-être que vous ne savez pas qu'on peut proposer, en tout cas c'est une orientation, on va dire, un grading cytologique qui relève donc de 2 études publiées, qui en gros utilisent des critères cytonucléaires, donc d'anomalies morphologiques, et si on fait un mélange, en gros un mix en prenant donc l'ensemble de ces critères et associé au caractère granuleux ou pas, on peut s'orienter sur quelque chose de plutôt, on va dire un mastocytome plutôt sympa ou un mastocytome particulièrement agressif. L'inconvénient, alors ça marche on va dire assez bien, voire très bien pour les mastocytomes agressifs, donc plutôt de haut grade, où là, en gros, vraiment, soit la perte de granulosité franche, soit les atypies cytonucléaires marquées sont bien corrélées avec l'agressivité du mastocytome. En revanche, le risque, c'est lorsqu'on a des mastocytes qui restent bien différenciés. Donc le risque, en fait, ça serait de classer dans des tumeurs plutôt gentilles des mastocytomes qui ne le sont pas du tout. Donc dans tous les cas, ça reste une orientation, mais bien entendu, l'histologie pour le mastocytome reste absolument indispensable pour évaluer le degré d'agressivité. Du coup, il y a une question. Quels sont les critères qu'on utilise pour trancher entre une tumeur à cellules épithéliales pigmentées et une tumeur mélanocytaire? Je sais pas. Je te laisse peut-être commencer, Delphine, si tu veux. Après, je te dis. Alors pour moi, tumeur épithéliale pigmentée, du coup, c'est tout ce qui est tumeur annexielle, hein, genre les trichoblastomes pigmentés. Donc, alors, en général, on a quand même des caractéristiques
précise, parce que ce sont des cellules qui sont de petite taille avec la caractéristique d'un rapport nucléocytoplasmique très élevé. Donc avec quelque chose de très cohésif. Donc en général, on a quand même là une nette organisation épithéliale fortement jointive et ce RNP qui est très élevé, qui oriente quand même pour quelque chose d'épithélial. Après, j'avoue que dans certains cas, et en fonction de la richesse de la ponction, surtout de la qualité, on va pouvoir se poser la question. Et donc l'importance aussi du descriptif macroscopique clinique là rentre en jeu pour nous aider justement à vous donner une orientation diagnostique qui soit la plus fiable possible. Oui, effectivement, il y a des fois où c'est très difficile de trancher entre les deux. Mais parce qu'on peut avoir des tumeurs épithéliales qui sont en plus très richement pigmentées, donc tatouées de mélanine. Et bon, il arrive parfois que ce soit difficile de faire la distinction, hormis l'organisation et le fait que dans les tumeurs mélanocytaires, on a plus souvent une composante mixte de cellules qui vont être épithélioïdes, à isoler, parfois fusiformes, qui peut plus nous orienter, mais des fois c'est pas si simple que ça. Alors, pour conclure, donc dans la démarche diagnostique, en gros, on vous a présenté ce qui se passe dans nos têtes quand on lit une cytologie. Donc, on a toujours cette succession de questions auxquelles on répond et qui nous amène à une interprétation cytologique, à un diagnostic cytologique. Mais je tiens aussi à préciser que, parce qu'on n'en a pas parlé du tout, mais c'est quand même ultra important que cette interprétation, elle est toujours à corréler en amont au commémoratif que vous nous transmettez, c'est-à-dire la position, enfin la localisation de la lésion, la forme, la taille, la consistance, l'évolution. Donc on a absolument besoin de corréler tout ça à parce que bon voilà. Alors vous voyez l'animal, donc c'est peut-être plus facile pour interpréter pour vous, mais quand on ne voit pas l'animal, c'est très important d'avoir toutes ces informations. Donc la démarche globale, l'ensemble de questions que vous allez vous poser, déjà premièrement vous faites une cytologie. Est-ce que le prélèvement est suffisamment riche pour être interprétable ou est-ce qu'il est représentatif de ma lésion? Est-ce que le prélèvement est correctement étalé? S'il est riche, est-ce qu'il est correctement étalé? Est-ce que j'arrive à avoir une zone de lecture où je peux voir mes cellules distinctement? Donc, est-ce que je peux voir leurs caractéristiques cytonucléaires? Comment est le fond de frottis? Donc, quel est l'environnement de la lésion? Quelle est la population majoritaire? Est-ce que j'ai plutôt une population de cellules inflammatoires, une population de cellules monomorphes non inflammatoires ou un mélange de cellules? Si c'est des cellules inflammatoires exclusivement, quel est le type de cellules inflammatoires ou quels sont les types de cellules inflammatoires? Est-ce que c'est plutôt des neutraux, des macrophages? Est-ce que j'ai une composante éosinophilique, etc. Si j'ai plutôt des neutrophiles ou des macrophages, est-ce que les neutrophiles sont dégénérés? Est-ce que les macrophages sont activés? Je vais aller chercher des agents infectieux dans tous les cas. À fort grossissement ou à faible grossissement, je peux en identifier certains, mais surtout à fort grossissement, je vais aller chercher des agents infectieux. Si j'ai une population monomorphe non inflammatoire, je vais regarder la forme et l'organisation des cellules. Est-ce qu'elles sont en amas? Est-ce qu'elles sont isolées? Est-ce qu'elles sont en paquets désorganisés? Est-ce qu'elles sont rondes, polygonales? Est-ce qu'elles sont bien rondes? Est-ce qu'elles sont fusiformes? Et ensuite, donc là, je vais déterminer, entre guillemets, le type cellulaire et je vais aller chercher les caractéristiques cytonucléaires précises à fort grossissement pour déterminer le type cellulaire précis. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, est-ce qu'il y a des atypies cytonucléaires? Oui, non. S'il y en a, est-ce qu'elles sont légères, modérées, marquées? Quel type d'atypie, etc. Donc, c'est toute cette démarche, cet ensemble de questions qui vous amène au diagnostic cytologique et à l'interprétation qui est toujours à corréler au commémoratif clinique. Cette démarche et l'identification du type cellulaire, etc. et de la tumeur, le diagnostic cytologique nécessite absolument de connaître les caractéristiques cytonucléaires de chaque type de cellule. Et c'est pourquoi c'est pas toujours évident pour un cytologiste entre guillemets non averti de pouvoir faire un diagnostic parce que ça nécessite des années des fois d'apprentissage et d'expérience. Donc pourquoi on a besoin de connaître ces caractéristiques cytonucléaires? Pour reconnaître les cellules déjà premièrement et pour dire si elles sont normales ou anormales. Et donc il y a beaucoup de pièges dans l'interprétation cytologique dont Delphine vous en a
présentés, dont certains ont été présentés par Delphine au début, à la fin plutôt. Mais nous, on y est confrontés tous les jours, même en tant que cytologiste expérimenté. Donc, il ne faut pas hésiter au moindre doute, ou si vous pensez avoir atteint votre limite d'interprétation, d'envoyer un laboratoire qui pourra parfois vous donner des éléments d'orientation diagnostique, et parfois qui ne pourront pas, parce que il y a des cas où on n'est pas capable de trancher définitivement. Voilà pour cette présentation. Merci. On a un petit peu dépassé. Merci. On a débordé. On est désolé. Merci. Ah là là, que de cœur, que de félicitations, que de confettis. Donc, on a peut-être 5 minutes pour avoir des questions. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont partis, mais si vous avez des questions, d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Encore 5 minutes. Merci Martin, merci Evie, merci Marie-Odile. Écoutez, c'est super. S'il n'y a pas de questions, on va peut-être se laisser là. Nous revoyons donc le 5 décembre. On essaiera peut-être de faire plus court, mais ça sera tout aussi interactif, parce que le but, c'est vraiment de vous poser plein de questions, de vous faire réfléchir sur les cas, de vous montrer les photos. En fait, c'est vous qui allez faire le diagnostic, c'est vous qui allez faire la démarche et nous proposer des réponses. Alors, l'effet des corticoïdes sur l'interprétation des cytologies, combien de temps arrêter avant prélèvement? Alors, effectivement, les corticoïdes peuvent avoir tout à fait un effet sur l'interprétation des cytologies. Alors, c'est particulièrement dans le cas des lymphomes notamment, on recommande un arrêt au moins de 15 jours, mais ça peut aussi être le cas dans des lésions inflammatoires où ça peut modifier, ça peut tout à fait modifier l'interprétation. Donc 15 jours d'arrêt minimum. Delphine, je sais pas si tu veux rajouter des choses. Dans le lymphome, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, il va y avoir de la nécrose de cellules tumorales, il va y avoir des macrophages qui vont arriver, qui vont phagocyter les cellules. Donc c'est soit les cellules ne vont pas être reconnaissables, soit elles vont être détruites, donc on va pas les revoir, soit ça va ramener des éléments qui pourraient nous orienter vers un sous-type tumoral, par exemple un sous-type de lymphome qui ne serait pas présent avant le traitement. Bon, je vais en rajouter, c'est parfait. On a rajouté. Ok, super, écoute, très bien. On est raccord. Et je pense que c'est bon. Écoutez, merci pour vos messages. C'est super. On est ravis que ça vous plaise vraiment, c'est top. Donc on vous retrouve sans faute. Nous on fait rien, c'est vous qui travaillez. Dans 2 semaines, c'est vous qui faites le boulot. Nous on est là, on regarde, on vous explique, mais c'est vous qui travaillez. Bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup, merci Delphine, c'était chouette. Ouais. Merci à vous, bon après-midi. Au revoir. Au revoir.